faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 17 janvier et vous êtes à l'écoute d'un nouveau numéro du podcast NBA Extra. Je suis aujourd'hui avec Jacques Monclar et Rémi Reverchon. Bonjour à tous les deux. Salut Nico, salut la team. Bonjour tout le monde, bonjour Nico, Rémi, tout le monde. Voilà. Au programme aujourd'hui, on va parler des Golden State Warriors. Vont-ils droit dans le mur? En tout cas, pour la franchise californienne 12e de l'Ouest, ça ne va décidément pas très fort et Stephen Curry commence à s'impatienter. On parlera aussi un peu ensuite de l'équipe du moment, le Utah Jazz, qui gagne avec ses revanchards. Et puis, on terminera avec la trade deadline. Beaucoup de rumeurs qui bruissent aux quatre coins de la ligue. La trade deadline, c'est le 8 février prochain. Ça approche et on parlera de tout ça. 3 secondes, 2 secondes. Oui, il a le capot qui fume. Alors, messieurs, les Warriors, 12e de la conférence Ouest, 18 victoires, 22 défaites, donc bilan négatif, 8 revers sur les 11 derniers matchs. Stephen Curry commence à se montrer un peu impatient, il espère du changement rapidement, mais est-ce que les Warriors ne sont pas un peu bloqués pour le moment avec cet effectif, Jacques ? Oui et non. Oui, parce que les gars sont très cher payés. Non, parce que ils peuvent bien accepter de donner des joueurs contre peu. Il y a un moment... moi, avec les Warriors, je ne vais pas employer le mot « ils vont dans le mur », ils y sont dans le mur. Ils y sont. Et c'est une situation à la fois sur le terrain, à la fois dans l'image, et bien entendu, dans la gestion des contrats et la queue de la carrière de Bob Myers aux Warriors et l'arrivée de Dunleavy, il n'a pas récupéré que du linge propre, Dunleavy. Donc la situation est gravissime pour les Warriors. Soi-disant, tout le monde est transférable, sauf Curry. Moi, je veux bien. Alors, Draymond Green n'est pas payé cher, trop par rapport à sa valeur, mais qui va vouloir de lui. Klay Thompson est certainement physiquement complètement dans le mur et c'est la vraie raison de son non-retour au niveau qu'on connaissait d'excellents défenseurs, etc., etc. Curry s'épuise. Kuminga, ça progresse, mais c'est court. Podziemski, ça progresse, c'est encore plus court. Saric, ça reste Saric. Looney est en fin de course. Jackson Davis est jeune. Voilà. Et puis Chris Paul est blessé. Et puis Wiggins revient un peu là, mais il est quand même absent depuis 1 an et demi maintenant. Donc, oui, ils sont complètement... Moi, ça me fait une peine terrible. Je pense que Rémi, à qui je vais laisser le micro, depuis 2015, on les a vus, on les a adorés, on a vécu des trucs pas possibles, il y a eu ce chant du cygne de 2022, mais là ils y sont barbécheuses, ou alors changement drastique. C'était un vrai chant du cygne, c'est ça qui est marrant, 2022, on l'attendait tellement pas ce titre on se rend compte maintenant à quel point c'était une anomalie presque ce titre de 2022 qui n'aurait pas dû arriver, mais tant mieux pour eux parce que c'est une franchise magnifique les Warriors, mais oui ils sont dans un dur complet. Je pense que Mike Dunleavy, c'est ce que dit Jacques, il a récupéré une belle voiture, tu sais que tu belle carrosserie toute belle et tout, puis tu ouvres le capot une fois que tu l'as acheté, tu dis merde, c'est un peu le bordel là-dedans. Et c'est pour ça qu'il faut prendre des voitures électriques. D'ailleurs. C'est emmerdant pour lui parce que maintenant c'est à lui de gérer cette situation et moi j'ai pris cette gifle comme tout le monde, je pense, de voir passer le tweet de Shams ou de Vos, je sais plus, qui disait que tout le monde, comme dit Jacques, est disponible sauf Steph Curry. Pour moi tu vois, c'est un choc quand même de se dire ça. Ça y est, on y est. Cette fin d'époque des Warriors dont on a tant parlé. Puis il y a eu 2022, on s'est dit, en fait, ils sont éternels. Ça y est, on est dedans. Maintenant, le problème, c'est tu fais quoi ? La réalité, c'est que je vois qu'il veut garder ses jeunes. Apparemment, il veut pas toucher à Kuminga et à Moses Moody. Et Podziemski, bien sûr. Mais qui lui est rookie, donc ça semble logique. Les deux autres sont encore dans leur contrat rookie, mais ils ont une valeur marchande. Kuminga et Moses Moody, lui, apparemment, il veut pas y toucher. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux agir sur les trades, Chris Paul, Draymond Green, Klay Thompson, surtout Andrew Wiggins qui a un contrat long derrière, ça a quelle valeur marchande aujourd'hui ? Un peu emmerdant. Si t'es pas prêt à lâcher un Kuminga ou un Moody, je vois pas comment tu vas te débarrasser d'un Wiggins par exemple, que pourtant ils essayent de pousser en ce moment. Hein. Steve Kerr le fait jouer et c'est pas par hasard s'il le fait jouer en ce moment. Je pense qu'il va falloir accepter de faire des concessions, Mike Dunleavy, sinon vous allez être bloqué jusqu'à la fin de l'année dans une saison qui risque d'être bien longue. Et ça ferait rentrer avec l'année prochaine les Warriors qui reçoivent le All-Star Game, qui ont une des salles les plus modernes de la Ligue, qui sont dans un truc de développement. Les deux propriétaires vont pas laisser la situation s'éterniser comme ça. La vraie question, c'est
pendant les trades ou en fin de saison. Mais il va se passer un tremblement, sans jeu de mots, un tremblement de terre à San Francisco. Mais ce qui est un peu bizarre avec ces situations pour les Warriors, c'est que généralement, quand on est comme ça en fin de cycle, on n'hésite pas à reconstruire, à bazarder un peu tous ces joueurs et toutes ces anciennes gloires. Mais le problème, c'est que en fait, Stephen Curry est toujours aussi fort et on ne peut pas se permettre de tenter une reconstruction sur 2, 3 ans, 4 ans avec des jeunes, parce qu'en fait, Curry, il a plus beaucoup d'années à donner. Il est tellement fort qu'on ne peut pas repartir de zéro, parce qu'il y a toujours Stephen Curry, et comme vous le dites... Et on lui doit du respect, t'as raison. Exactement, et comme les rumeurs le disent, lui, il est intouchable, mais on peut pas terminer la carrière de Stephen Curry en finissant 12e, 13e de la conférence chaque saison sur les prochaines saisons. Il y a eu un peu droit. Ça a été un peu ça avec Kobe Bryant. Il était plus jeune, donc on savait qu'il y avait eu peut-être une deuxième vie qu'il a eu d'ailleurs avec Pau Gasol et compagnie derrière, et la Marodome et tout ça. Même après, jusqu'à la retraite. La fin était dure par contre, mais voilà. Il y a eu des blessures et tout ça, c'est vrai. Voilà, oui, c'est vrai qu'il y a eu cette période-là aussi. Ce serait très dommage de voir un Steph Curry, oui c'est ça, enchaîner des 32 points par match dans une équipe qui fait pas les playoffs. Et il s'épuise et il va se blesser. Mais ils ont la main quand même, ils peuvent accepter de perdre beaucoup. Il va falloir effectivement accepter que des jeunes, et surtout deux, Moody, font une colère dessus. Des big men, on peut toujours les placer. Il y a 2 erreurs qui sont fatales, c'est donc pas changé après 2022. Et il y a 2 erreurs de recrutement. Une qui est un succès, c'est Jordan Poole, et qui se finit en autre boudin. Nous, déjà, au final, on voyait que mentalement, il n'était pas dans le groove collectif en 2022, souviens-toi. On l'avait ressenti. Et puis l'autre, c'est Wiseman. Wiseman, c'est... Avec un deuxième choix de draft. Avec un deuxième choix, et là, en plus, une année où ils cherchent impérativement un big man, ils sont un peu obsédés avec ça. Il y en a très peu à la draft et ils prennent Wiseman. Et à la sortie, ça leur coûte très très cher. Compliqué pour les Warriors cette situation. Moi j'ai du mal à croire quand même qu'ils ne fassent pas l'impasse sur l'un de leurs jeunes pour se séparer d'un des gros contrats. Voilà. Wiggins et Draymond Green sont payés à l'année pas si cher que ça. Parce que 24. Voilà, ce qui est quand même beaucoup, mais surtout sur 3-4 ans qui arrivent, 3 ans plus option je crois. Donc, et Wiggins il doit encore avoir, il avait 5 ans à 153 ou 154 millions, donc 31 à l'année. Sans se séparer d'un de ces deux-là, et tu t'en sépareras pas sans adjoindre un des jeunes qui est un peu intéressant, tu auras du mal à attirer un mec qui te permettra de faire durer Steph Curry. Et puis le souci, c'est qu'il y a aussi une grosse masse salariale, donc ça ne permet pas non plus aussi de beaucoup bouger. Klay Thompson, lui, sera free agent à la fin de la saison. Et à moins de le re-signer sur un petit contrat, mais il faut voir ce que lui veut, mais ça sent aussi probablement le départ. Alors, lui, c'est une situation un peu à part. Il fait partie des Splash Brothers, quoi. C'est le respect absolu. Alors, quand on entend qu'il est disponible, il le décidera. S'il le décidera, c'est un personnage original, mais oui, il fait partie de l'ADN de complète, plus que Draymond Green, que de cette équipe. Et il a un lien particulier avec Steph Curry. Tous ces gars-là, ils tiennent parce que Curry les lâche pas. Déjà, sans Jordan Poole, on ne fera pas croire qu'ils n'ont pas été consultés, les anciens, et Steph Curry au premier chef. Je ne peux pas imaginer ça, même si c'est à bâton rompu, même si c'est formel, que ce que tu veux. Mais ils ont fait quand même un sacrifice, là. C'était l'un ou l'autre. Puis nous, on les voit, de toute façon, on a cette chance, c'est vrai, avec Jacques, qui est phénoménal. On est des privilégiés d'aller au final NBA chaque année, d'assister aux entraînements. Et plein de fois, on a vu à l'époque, moi je me souviens, des Bob Myers assis avec Steve Kerr après l'entraînement, posés et tranquilles, tu vois. Ils sont posés en survêt tous les deux, ils discutent, ils tchatchent. Alors, tu sais pas de quoi ils parlent, évidemment, mais moi j'ai des souvenirs comme ça à Toronto aussi. C'était Masai Ujiri et Kawhi qui étaient assis. Alors, il est parti derrière, mais bon, ils ont gagné. On voit les mecs discuter, donc bien sûr que ça parle entre eux. Évidemment que Steph Curry les consultait pour ça. General Manager, c'est pas jouer à basket manager. Il y a la partie humaine. Et pour ça, Bob Myers était très fort. Maintenant, il était fort en les payant très cher. Mais il est parti au bon moment. Et c'est maintenant qu'arrive la note. Oui, il est parti. Il est parti de son propre chef, peut-être avant qu'il y ait des changements différents, quoi. On va passer maintenant au Utah Jazz, qui est clairement l'équipe du moment. 6 victoires de rang pour la formation entraînée par Will Hardy. C'est même 9 victoires sur les 10 derniers matchs pour le Jazz, qui est juste devant les Warriors, d'ailleurs, un 9e de la conférence Ouest, avec 22 victoires pour 20 défaites. Il y a ces 9 victoires de suite quand même à domicile. Et depuis 15 jours, il y a quand même quelques sacrées franchises au tableau de chasse du Jazz. Les Bucks, les Nuggets, les Lakers, les Pacers. Ça me fait plaisir que tu aies inclus les Lakers dans les sacrées franchises. Oui, Nicolas, mais bien sûr, parce qu'on sait que les Lakers, il y a un moment où ça va quand même marcher un peu mieux. Je ne sais pas, j'espère, mais c'est
vainqueur plus un du vœu season tournament, ça mérite le Oui, bien respect. sûr, mais ils l'ont beaucoup payé Comme d'ailleurs. l'a dit Xavier, s'il faisait doublé coupe championnat, ce serait incroyable. Et c'est un effectif qui est construit finalement avec beaucoup d'anciens, allez, je vais utiliser le terme indésirables, un peu de briquet de broc, des Lauri Markkanen, Colin Sexton, Jordan Clarkson, John Collins, des joueurs qui étaient qui cherchaient un peu à se relancer en arrivant à Utah. Le début de saison a été un peu compliqué et là, depuis quelques semaines, ça décolle vraiment avec un Lauri Markkanen qui est le leader de cette équipe, 24 points par match. Comment vous la voyez cette équipe d'Utah, comment tu la vois cette équipe d'Utah, Rémi? Je la vois très belle en ce moment. Ils gagnent des matchs, ils font plaisir à voir jouer ensemble. Tu as l'impression qu'ils sont heureux, évidemment. Quand tu gagnes des matchs, c'est quand même plus simple. Lauri Markkanen est devenu le mec qu'il était l'an dernier. Et ce qui est, il faut pas. J'ai l'impression qu'on a oublié qu'il était starter du All-Star Game l'an passé. Je sais pas si on réalise. Starter du All-Star Game, il y en a 10 dans toute la NBA. Il était dedans. Lauri Markkanen, alors il avait bénéficié des blessures, mais il était dedans quand même. Et puis surtout, moi j'ai un nom là-dedans, c'est Colin Sexton, incroyable, qui était perdu en début de saison, qui sortait du banc d'ailleurs. Là, ça y est, il s'est remis à starter, ce qui est incroyable pour cette équipe. Depuis, c'est quoi? Ça fait un mois et demi, depuis le mois de décembre. Là, il est sur la lune. Colin Sexton, il met des 20 points par match. Il est devenu le mec qu'on attendait qu'il soit à Cleveland à l'époque. Et qui avait été gêné beaucoup par les blessures. Qui avait été gêné par les blessures, et puis qui sincèrement n'avait pas, je pense, la maturité pour. La franchise des Cavs avait fait le choix, et quand ils ont pris Garland derrière, ils avaient hésité entre les deux. Le choix, il avait été vite fait. On garde Garland, on dégage Sexton. Et ça y est, j'ai l'impression que Colin Sexton est devenu un vrai joueur NBA. Et moi, j'aime bien, tu sais, moi qui suis un amoureux de Kobe, c'est le paroxysme du truc, mais c'est ces histoires de mecs des histoires d'hommes. Et Colin Sexton, j'ai l'impression qu'il est en train d'en devenir une. C'est un petit con qui arrive dans la ligue, qui se croit plus fort qu'il n'est, plus vite qu'il n'est, et qui est en train, ça y est, tu vois, il a mangé il a traversé un espèce de désert, et ça y est, là, il est en train d'acquérir, je pense, ses lettres de noblesse en NBA. Il est tombé très bas, si on parle de Colin Sexton, il est tombé bas en décevant tout le monde, dans sa non-gestion d'équipe, en jouant en solo, en faisant n'importe quoi. Là, il cible mieux son jeu, il est capable de jouer électron libre et même meneur. Et dans cette équipe, vous avez cité Markkanen, bien sûr, qui est au-dessus du lot, qui est très fort, mais tous, ils sont bons. Kelly Olynyk, il est bon. Fontecchio, il est bon. Chris Dunn, c'est redevenu un joueur un joueur qui se relance aussi, Chris Dunn, parce qu'il était totalement perdu. Il y a Walker Kessler qui sort du banc, qui joue moins que l'année dernière, parce qu'il joue différemment, mais qui continue à faire des contres. Ils ont une équipe, et puis en sortie de banc, ils ont quand même un atout incroyable, qui leur donne des matchs aussi, c'est Jordan Clarkson. Après, cette équipe-là, elle existe, comme dit Rémi, on la voit depuis l'année dernière évoluer. Mais l'année dernière, elle s'est éteinte au mois de février, après le All-Star Game, chez eux d'ailleurs, terminé. On tire le rideau, on s'est dit, tiens, ils tankent. Bon, ils ont tanké, mais oui, sans trop le faire exprès, je crois. Et puis cette année, ils débutent comme des manches. Et là, ils retrouvent depuis un mois et demi, un peu à l'image de New Orleans, un niveau comme l'année dernière, où ça déroule en meilleure équipe de la conférence Ouest et de la Ligue. Bon, très bien. Moi, j'en accepte l'augure, je suis content pour eux. Je salue le boulot de Will Hardy, sa patience. Il y a effectivement un Sexton sur la Lune, des joueurs qui sont revenus à un niveau hyper intéressant, un collectif, une furie du public. Mais jusqu'à quand ? Et c'est pas, question, parce que c'est pas. Alors des fois on dit c'est le calendrier. C'est incroyable cette histoire. Des fois on dit c'est le calendrier, mais là non. Là c'est pas le calendrier. Voilà. Et donc le calendrier à venir, même au début, va pas être simple. Sexton en sortie de banc, Chris Dunn dominait des matchs. Donc il y a un truc qui se passe. Moi je mets beaucoup de choses sur ce qu'a dit Rémi, sur Markkanen. Markkanen, c'est un joueur supérieur en ce moment. C'est un mec qui peut jouer 5-4-3 pratiquement. Et physiquement, avant, il était un peu, c'était quand il a commencé au Bulls, il était un peu soft quand même dans la. C'était l'agneau du troupeau. On est d'accord, bien sûr. Mais voilà, mais il faut laisser du temps. Ouais, on se disait, est-ce que c'est une Bargnani ? Est-ce que c'est un Porzingis de l'époque ? Porzingis qui a eu et puis tout d'un coup. Et il a fait le service militaire, ça. Ouais, il s'est développé physiquement. Il a fait le service militaire. Ouais. Mais obligatoire en Finlande. Il a surtout pris de la vitesse, du gaz, de la puissance. Il fait des alley-oops, lancer plein badin. C'est un joueur total. Et alors il y a l'incertitude pour eux aussi. Est-ce que ça va bouger ?
Alors ça, c'est une très bonne question. Et moi, je me la posais en réfléchissant quand tu nous as dit qu'on parlerait du Jazz. On sait que c'est Danny Ainge, le boss du truc, qui est quand même un mastermind. Voilà. Capable de tout et récidiviste. Parce que manager, il aime bien. La réalité du truc, c'est quoi aujourd'hui? C'est que cette équipe, elle est magnifique. Ils gagnent des matchs, c'est très bien. Mais tu l'as dit, ça reste une équipe composée de briques et de broc qui est sur un run incroyable. Mais tu sais, alors pour ceux qui sont un peu boursicoteurs, tout ça, on te dit toujours, quand ça va bien, c'est là qu'il faut vendre. Tes actions et attendre justement que ça descende pour acheter. Et donc là, tu es sur un surf total, mais on va pas se mentir, cette équipe elle sera pas championne NBA. Est-ce que c'est pas le bon moment pour monter un trade pour Lauri Markkanen, pour j'en sais rien, même des mecs moins cotés, Kelly Olynyk, que dit Jacques. Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce qu'il n'y a pas des équipes en recherche de big men qui vont se dire tiens, il marche pas mal là en ce moment, et tu vas récupérer plus que tu ne devrais récupérer pour Kelly Olynyk, tu vois? Question à 2 balles, pardon Rémi. Tous les deux. Kelly Olynyk, il est meilleur que Dario Saric? C'est une bonne question. Je préfère le profil de Kelly Olynyk pour une équipe en play-off en tout cas. Et vous avez vu le bien que Dario Saric fait aux Warriors? Oui. C'est des petits contrats, mais ce sont des contrats qui changent des équipes. Ouais. Ils en ont plein. Walker Kessler, il changerait quand même un peu le décor en étant... Mets-le aux Warriors. Aux Celtics. Oh bah alors là... Non, mais aux Celtics, un Kelly Olynyk leur ferait un bien considérable dans ce que faisait Grant Williams l'année dernière. Et Sexton... Qui reviendrait à Boston, et Sexton, dont moi je vous ai entendu, je vous admire sur son côté redeem player, la rédemption de Colin Sexton. Tu crois pas totalement. C'est pas que j'y crois pas, c'est que tout ça demande du temps. Oui, il faut que ça se valide. Bien sûr. Rendez-vous en fin de saison, voilà. Mais oui, c'est magnifique. J'aime ça quand un joueur. Mais toujours, il y a tellement de jurisprudence. Justement, on va en savoir un tout petit peu plus sur cette équipe du Jazz si Danny Ainge ne fait pas tout exploser d'ici là, puisque justement le prochain match de Utah, ça sera contre les Warriors. Il y aura aussi la réception des Warriors, il y aura aussi celle du Thunder qui vient de perdre 2 matchs à... Tu vas voir qu'ils vont y passer les Warriors à Los Angeles. Vous avez vu l'analyse de Draymond Green, sa propre analyse? On a joué comme des cons, quoi. En gros, il a dit dans son podcast. C'est formidable de pouvoir... Il est lucide. Il est juste dans son analyse, c'est ça. Ouais, mais à quoi ça sert de le dire et de le répéter? Et il ferait mieux d'éteindre le podcast et de revenir une jour en disant on a bien joué. Voilà, parce que je l'ai regardé ce match à Memphis. Qui nous laisse faire nous les podcasts là. J'ai regardé le match des Warriors à Memphis. C'est pas terrible. C'est honteux de jouer comme ça pour une équipe comme ça. Ça fait mal au cœur. Puis en face, il n'y avait pas. Et là, tu les envoies à Utah dans la fournaise avec les autres excités. Ah oui. Parce qu'en plus, à Utah, ils sont assez chauds dans la salle. Le public, ça va être un bon accueil pour les Warriors. C'est un des plus wild de la ligue. Il y a même eu des incidents. Hein. Ah oui, plusieurs. Donc je termine sur Utah qui reçoit les Warriors, Oklahoma City et qui ira ensuite à Houston et à New Orleans. Donc c'est quand même des équipes qui sont vraiment dans la même zone pour la qualification Mais non, les Warriors ils sont en dessous. Oui. Non. Ils sont largement en dessous. Je parlais des Rockets et des Pelicans. S'ils font pas 3-4 là, ils perdent pied. Ils sont à -2 sur la barre des 50. Ils sont en train de perdre pied. C'est le moment où on va savoir s'ils perdent pied ou pas. Il faut savoir s'ils vont s'accrocher au train du play-in ou s'ils vont reculer encore un peu. 2-4, il reste dans le... Ça, c'est le calendrier du Jazz. Ça, c'est le calendrier du Jazz. Hein. Du Jazz. Ah oui, tout à fait. Non, mais les Warriors, là, c'est maintenant, là. C'est maintenant, parce qu'ils sont à -2. Le Jazz, alors, de la même manière qu'on n'a pas attendu les victoires qui les ont amenés là, il ne faut pas, avec eux, faire trop de projections. C'est une équipe, quand même... Depuis le début de saison, elle n'est pas bonne à parier, hein, celle-là. S'ils font le play-in, c'est déjà une très belle perf, moi, je trouve. Bah oui, à partir de là où ils sont partis. Mais après, il faudra bien enlever quelqu'un. Houston, t'enlèves déjà les Warriors, après t'enlèves Houston. On touche pas aux Lakers, Jacques Monclar, c'est compris? Ils arrivent, la 10e, c'est très bien. Ils arrivent toujours avec... Mais les Lakers, ils vont encore mettre un souk pas possible dans le play-off, et pas que. Et je vais te finir avec ça, mais qui ne croient pas qu'à chaque fois, en finissant 7e, ils vont jouer un 2e sans leur meilleur joueur. C'est ça. Là, tu parles de Memphis. L'année dernière. Ja Morant, il est absent, non? Oui. Steven Adams est absent aussi. Il y a beaucoup d'absents. Brandon Clark aussi. Steven Adams était sur la corde. Bref, ça passera pas toujours comme ça.
On termine par la trade deadline qui approche. Ça sera le 8 février prochain, la date butoir. Et on parle évidemment beaucoup de Pascal Siakam ou encore de D'Angelo Russell, Buddy Hield, DeMar DeRozan. La grosse rumeur qui est sortie cette nuit, ou alors c'était très tôt ce matin, sur Pascal Siakam qui pourrait aller aux Pacers contre Bruce Brown et 3 premiers tours de draft. Information donnée par The Athletic. Pascal Siakam à Indiana, ça serait quand même une sacrée recrue pour les Pacers, Rémi. C'est un accélérateur de projet. Moi, je pense s'ils arrivent à le sortir, ce truc-là. Ça a l'air assez sérieux. En plus, la rumeur est plutôt documentée. Écoute, on n'en sait pas plus. Partons du principe que ça se fasse. Je me dis que cette équipe des Pacers, qui est pour l'instant... On la voit, tu sais, on la regarde avec un œil un peu candide, genre ils sont sympas à avoir joué ces Pacers, ils sont mignons, tu sais, tu leur tapes sur la tête, et, vous êtes mignons les gars. Mais si tu rajoutes Pascal Siakam dans l'équation, tu vas te dire, est-ce qu'on va pas commencer à avoir un projet qui est solide par contre, avec un mec comme ça, tu rajoutes un vétéran, c'en est un, Pascal Siakam clairement, qui a de l'expérience, qui a fait des playoffs, qui a une certaine sagesse, qui apporte sur un poste où ils ont clairement besoin. C'est pas par hasard que Indiana est en train de se battre pour aller le chercher. Écoute, sur le papier, je vois pas pourquoi ce serait pas excitant cette histoire-là. Moi, j'ai une seule réserve, c'est que Pascal Siakam est en fin de contrat cet été. J'ose espérer que le management des Pacers a fait ses due diligence, comme on dit, et s'est assuré que Pascal Siakam serait prêt à re-signer parce que tu bazardes pas 3 first round de draft. Ouais, c'est très très lourd. Pour un mec qui va se barrer cet été, pour 6 mois de location. Là, il faut être sûr qu'il veuille y rester. Donc, si c'est le cas, s'il est prêt à prolonger aux Pacers, bah chapeau les gars, moi je trouve. Moi, je suis surpris d'une chose de la part de Toronto et de Masai Ujiri, c'est qu'ils renforcent les équipes de la conférence Est. Déjà avec New York, même s'il a récupéré 2 très bons joueurs dans le cadre d'une reconstruction, c'est le fait bien qu'il soit en reconstruction et pas un candidat à quoi que ce soit en ce moment. Exactement, c'est la preuve qu'ils n'ont pas de projet à court terme. Parce que Indiana, moi, où qu'il aille, Pascal Siakam, il change le jeu. Tiens, mets-le aux Warriors, mets-le à Dallas. Est-ce que Dallas ne devient pas un candidat ? Mets-le dans certaines équipes, il change tout au tout. On en parlait pas mal à un moment à Sacramento. Finalement, ça a fait pchit. Lui, Markkanen, ces postes-là sont des postes, c'est pour ça qu'un Kelly Olynyk est intéressant, sont des postes qui changent beaucoup de choses. Après, on verra. Atlanta aussi a l'air un peu de prêter l'oreille à Toronto. Atlanta, je crois qu'ils prêtent l'oreille à tout en ce moment-là. Ils sont prêts. Oui, pour tout le monde, ouais. Ouais, sauf pour Trae Young, apparemment. Ouais, sauf pour Trae Young, ouais. Moi, il y en a un qui est un grand malheur. Je suis pas si sûr. Atlanta, de quoi ? Que Trae Young soit intouchable, j'en suis pas persuadé, moi. Ouais, je sais pas. Mais je trouve qu'un joueur comme Bogdanovic, par exemple, mériterait tellement mieux que ce qu'il a à Atlanta. En parlant d'Atlanta, il y a Dejounte Murray aussi. Alors lui qui ne sera pas free agent, qui est sous contrat jusqu'en 2027 avec une player option même pour 2028, qui intéresse aussi pas mal d'équipes. On évoque possiblement un retour aux Spurs. On dit que les Lakers seraient je crois pas non plus. Intéressés. Les Knicks, le Heat, les Sixers aussi sont cités par ESPN. Dejounte Murray, est-ce que c'est une bonne affaire à récupérer ou est-ce que vous avez des doutes sur Dejounte Murray après son passage à Atlanta qui est quand même assez mitigé quand on regarde ça dans sa globalité? Les deux mon général. C'est une bonne affaire parce que ça reste un mec, moi je pense, qui a un upside fabuleux, Dejounte Murray, qui nous a montré des périodes de basket de très très haut niveau, mais j'ai des doutes clairement. La rumeur qui est la plus consistante envers Dejounte Murray, c'est celle qui l'emmène aux Lakers. Les Lakers qui ont terriblement besoin d'un meneur de jeu, qui en ont marre de D'Angelo Russell. Voilà, ça fait sens tout ça, mais ça a du sens, ça fait sens, ce n'est pas français. Et je suis pas persuadé, quand tu viens de vivre un semi-échec avec D'Angelo Russell, qui est un ancien All-Star, qui avait montré du talent, tu vois, qui remplit un peu les critères que je viens de te donner pour Dejounte Murray, que Dejounte Murray m'offre beaucoup plus de certitude dans un futur à moyen terme. Je pense que les Lakers ont besoin de faire quelque chose, donc s'ils ont l'occasion de le faire, ils le feront. Les Lakers se déplument jamais réellement parce que leur pic de draft à eux ne veulent pas dire grand-chose en général, ce qui pique souvent assez bas malgré tout. Je suis pas ultra convaincu par Dejounte Murray, moi. Vous êtes convaincu par qui à Atlanta ? Ouais, c'est une bonne question. Bah oui, Bogdanovic dans un rôle spécifique. Le développement de Kongu, allez, je vous le laisse avec Capella, ça fait un bon 5-2. John Collins s'est vautré, il y a le petit jeune qui revient de blessure. Jalen Johnson qui est en train d'éclore. Johnson qui est en train d'éclore. Mais tout ça, moi je trouve que Dejounte Murray, dans le contexte de jouer avec à côté de Trae Young, c'est le prendre à côté de lui, qui mettre autant d'argent de la part du management quand ils ont fait le coup avec les Spurs. Oui, Dejounte Murray,
Ouais, mais tu le prends si tu as un manque sur ton poste. En plus, c'est un joueur qui a besoin de porter le ballon, qui est peut-être celui qui, physiquement, est dans... Alors, avec moins d'exagération, ressemble le plus à Westbrook dans l'utilisation cercle à cercle, priorité au drive, même si maintenant il s'est acheté un beau shoot, plein d'activités et tout, il a besoin d'être guidé, contrôlé, ou lâché, mais pas jouer à côté d'un meneur qui tourne à 30 pions de moyenne. C'est juste pas possible. On termine. C'est juste. Et d'ailleurs, les résultats d'Atlanta, avec Collins, sans Collins, avec machin, sans machin, avec le changement de coach, il a changé de lunettes, mais c'est le seul vrai changement qu'il y a eu à Atlanta depuis 1 an et demi. On termine avec les Knicks et Evan Fournier qui serait dans évidemment les rumeurs de trade. Là récemment, c'est Quentin Grimes qui pourrait partir parce qu'il joue un peu moins. Pourquoi pas un package avec Fournier et Grimes du côté des Knicks pour récupérer un joueur sur le backcourt pour soulager Jalen Brunson. Meneur, oui. C'est ça le problème, Nico, c'est que tu l'as dit toi-même, c'est que c'est pas Evan qui est dans les rumeurs de trade. Là, le dernier, c'est Quentin Grimes. Ça serait. Moi, j'ai jamais vu encore le nom d'Evan. Au-delà de nous, franco-français, que nous sommes, qui avons envie de voir bouger Evan parce qu'on a envie de le voir sur un parquet parce qu'avant les JO. Une fois, je l'ai. Ça n'a pas dû donner grand-chose. Non, c'était pas sur un truc figuré, sur vraiment une rumeur. D'accord. Mais tu rajoutes 20 millions au truc. Là, le problème, c'est ça, c'est que moi, je ne vois aucune traction. Alors, je suis pas agent, mais je vois aucune traction sur un trade potentiel d'Evan. À chaque fois qu'on en parle, c'est adjoint à quelque chose. Ouais. Quentin Grimes et Evan Fournier. C'est comme ça que ça pourrait se débloquer. Anunoby, on en parlait, et Evan Fournier. Aujourd'hui, moi, j'ai vu aucune franchise qui disait tiens, on a envie de relancer Evan Fournier. Personne. Je suis un peu inquiet. Moi, j'ai peur qu'il finisse sa saison Knicks, Evan. Ou par un buyout. Ils lui offriront pas. Ça fait longtemps ils sont en mauvais termes. Qu'ils l'auraient fait. Ils lui offriront pas. Et en plus, il reste quoi, une queue de contrat. Ils vont pas exercer la team option. Ça, on pense que ça non, paraît. Non, la team option, c'est pas possible. Alors vraiment, c'est qu'ils l'aiment pas et ils le gardent. Oui, enfin, ça fait cher la rancœur quand même. Ça fait cher la méchanceté. Mais bon, c'est une situation bloquée. Il faudrait un coach qui a envie sur une opportunité, sur. Mais ce qui en vrai d'ailleurs a du sens, nous on le sait parce qu'on connaît Evan très bien évidemment et on sait ce qu'il peut apporter, on sait la qualité qu'il a. Et pour une équipe en play-off, Evan Fournier, ça peut être. Le problème c'est que la NBA a une mémoire à très court terme et que j'ai l'impression que dans l'imaginaire des GM aujourd'hui qui décident, des décideurs de ce genre de choses, Evan Fournier est un mec de banc qui n'a pas su convaincre Tom Thibodeau, ça doit vouloir dire quelque chose. Et moi, on reste tous ici, on est tous d'accord, on est tous persuadés qu'il peut apporter du scoring, du shoot, du drive, il peut apporter de la volonté, c'est un bosseur, plein de choses dans un vestiaire. Oui, mais moi, il y a un truc, Rémi, je vais vous poser là aussi une question que je me pose depuis un moment. J'y réfléchis, je suis malheureux pour Evan, je trouve ça nul de pas jouer un joueur qui joue pas, j'ai coutume de dire c'est plus un joueur, c'est con à dire mais c'est ça. Est-ce qu'il n'y a pas eu des possibilités ou qu'il n'a pas refusé de partir? Parce que j'en sais rien, l'année dernière... Ah si, ça s'est avéré, bien sûr. Et c'est ça qui... L'année dernière, il y a eu des histoires de trade, d'approche. Il y a eu des problèmes maintenant divers et variés. Evan est devenu papa, il a eu sa femme qui a accouché. Il souhaitait rester là-bas plutôt que de partir pour 3 mois dans une franchise qui voulait à moitié de lui, etc. Est-ce que c'était une erreur? C'est toujours facile, bien sûr, après coup, de se dire que sans doute, vu ce qui s'est passé par la suite, c'était une erreur. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui... Parce qu'il y a une placardisation de ce niveau-là. Et quand il a joué le peu de fois, les 3-4 fois où il a joué, 4-5 fois, bon, bien sûr, sans réussir. Mais dans l'activité, on voit que... Mais bon, c'est problématique pour lui, c'est problématique aussi pour les Knicks, parce que ça sert à rien de donner une image de franchise comme ça aussi. Et c'est problématique pour Thibodeau, l'équipe de... Je pensais... Le pauvre Antoine, il n'y a rien demandé à personne. Je voulais enchaîner avec l'équipe de France aussi, parce qu'il va manquer de rythme, parce que même s'il va avoir une fin de ballon terrible, il y a 6 matchs de prépa, c'est court, quoi. Même s'il en fait un peu avant, ici et là, allez, 15 matchs, c'est pas une saison. On espère donc que ça se débloquera pour Evan Fournier, puis évidemment on va suivre les évolutions des rumeurs et des trades qui devraient arriver assez vite, même si parfois en NBA ça se débloque un peu au dernier moment, la veille et voilà, le dernier jour dans les Siakam, il semblerait quand même que ça s'accélère. Siakam, ça devrait se faire prochainement. Ça couvre quand même depuis presque 1 an. Oui, c'est ça. Et Zach LaVine, lui, est toujours un joueur des Chicago Bulls. Et ça couvre maintenant depuis 4 mois, mais ils ont tiré la leçon de ça. Il y a eu plein d'articles là-dessus sur... Personne ne voulait de Zach LaVine, quoi. À ce prix-là, personne. À ce prix-là, personne. Et on en revient au problème des contrats max.
Et là, on a plus s'il y a échec, tout le temps, Jacques. S'il y a échec, c'est cata. Ouais, c'est exactement ça. Merci beaucoup, messieurs, pour votre disponibilité. Et ben, on se retrouve la semaine prochaine, mercredi. Je ne sais pas si ça sera avec vous, mais probablement. Moi, oui. Jacques, sans doute. Ouais. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine, un mercredi prochain, ciao. pour un nouveau podcast NBA Extra. Un verre ciao. de Vichy, et puis voilà. Voilà. Ciao, ciao, bye. Ce mec-là, il faut l'enfermer. C'est pas possible.